va parler un peu de politique provinciale, puisque il y a des élections qui vont se tenir plus tôt que tard, et il y a encore des partis qui doivent se trouver des porte-paroles. Je vends la mèche déjà, là, mais il y a aussi... Lesquels? Oui, mais il y a aussi des partis qui doivent se retrouver eux-mêmes. Hein. On sait qu'il y a une course à la chefferie au Parti libéral, et ça va venir aussi pour Québec solidaire. D'ailleurs, il est l'élu de Québec solidaire de la circonscription de Tachereau, ici au centre-ville de Québec, qui convoite maintenant le rôle de co-porte-parole du parti, en misant notamment sur une gauche plus assumée, alors qu'une droite décomplexée est installée au Québec, selon lui. Bonjour, Étienne Grandmont. Bonjour, merci de me recevoir. Ça fait plaisir. C'est quoi une gauche plus assumée? Comment on peut assumer davantage cette gauche? Je pense que ça part du constat qu'on partage tous. Là. Il y a vraiment une montée de la droite très extrême un peu partout dans le monde. On la voit, là, le parti de Marine Le Pen en France monte dans les intentions de vote, se retrouve souvent à être au deuxième tour des élections présidentielles aux États-Unis. L'arrivée de Donald Trump a aussi amené quelque chose qui est épouvantable, mais surtout une espèce de discours très décomplexé qui... Puis Donald Trump, on le voit agir. Là. Il n'hésite pas à jouer avec la bourse pour s'avantager lui-même, avantager ses proches, avantager ses amis riches aussi. On le voit aussi très assumé sur des positions transphobes, homophobes. On le voit aussi sur l'environnement, des reculs, pas à peu près. Je veux dire, il a coupé partout avec Elon Musk là, qui était en charge de couper un peu partout dans la fonction publique. Puis l'environnement est un des domaines dans lesquels ça a beaucoup reculé. Les droits des femmes aux États-Unis, ça laisse craindre vraiment des politiques qui, à terme, pourrait avoir une influence très grande sur le Québec aussi, parce que, je veux dire, on vit pas dans une cloche de verre. Là. On est une particularité, le Québec, on a un État quand même progressiste, on a un bon filet social quand même, malgré tout, depuis la Révolution tranquille, puis c'est super intéressant qu'on ait ça, mais ce sont pas des acquis qui sont intouchables, qui pourraient pas tomber un de ces quatre, et j'ai peur qu'en fait, ce discours-là, qui vient des États-Unis, qui tranquillement pas vite gagne le Canada aussi, s'en vienne au Québec, puis on le voit, c'est possible. Donc, d'avoir un discours de gauche assumé, c'est répondre à la hauteur de l'urgence, et c'est ce que je veux faire. Mais pensez-vous que la gauche pourrait avoir une part de responsabilité dans cette montée de la droite qu'on a observée un peu partout? Vous parlez des États-Unis, vous parlez de la France. Est-ce que la gauche peut aussi faire un examen de conscience par rapport à cette montée-là? Est-ce qu'on y a contribué d'une certaine façon? Par exemple, en laissant pour compte des gens qui n'étaient pas favorables à nos opinions, en manquant d'écoute à leur égard, ça a renforcé leur position qui maintenant s'exprime vers une certaine montée de la droite ou de l'extrême droite, comme vous dites. C'est intéressant parce que j'entendais Françoise David, qui est une figure importante là, du mouvement de gauche au Québec, puis qui a été fondatrice de Québec solidaire, évidemment, en 2006. La Marche mondiale des femmes, on va en parler d'ailleurs, on va célébrer le 30e anniversaire là, en fin de semaine de la marche du Pain des Roses, pardon. Et elle répondait à l'animatrice à la question, est-ce que la gauche a pas échapper quelque chose à quelque part dans son histoire pour que finalement la droite puisse monter tant que ça. Puis sa réponse, je la trouvais intéressante. Elle va me continuer de me faire réfléchir. C'est pas une réflexion nécessairement aboutie, mais elle disait les endroits où la gauche a pris le pouvoir, puis elle citait en exemple le Parti socialiste en France. Elle disait la gauche n'a pas réussi à s'attaquer à la racine des problèmes. Ça disait qu'elle n'a pas été capable de s'attaquer aux puissants qui possèdent l'argent et a laissé le champ libre finalement à ce que ça continue à exister. Fait que moi, je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant puis de pertinent dans ce qu'elle avance parce que si on est pour faire un travail comme parti politique de gauche puis qu'on propose des idées qui remettent en question, qui s'attaquent à la racine des problèmes, moi, je pense qu'effectivement, il faut aller au bout de ces idées-là une fois qu'on obtient le pouvoir, évidemment. Donc, peut-être par laisser aller, peut-être par crainte de s'attaquer aux réels problèmes, la gauche a laissé la droite monter de façon aussi extrême. Je pense que c'est une piste de réflexion vraiment intéressante. Moi, peut-être une chose qui me dérange dans ce que vous venez de dire, Étienne, c'est par rapport à la montée de l'extrême droite. Des fois, je trouve quand on fait ce constat-là, qui est vrai, on oublie que c'est des gens qui élisent des partis de droite. En ce sens qu'il y a des électeurs qui sont de plus en plus nombreux à trouver dans le discours de la droite un discours qui les rassure, un discours où ils sentent que des politiciens les considèrent. Puis ça, on dirait que j'ai l'impression qu'à gauche, c'est comme si on a de la misère à accepter ça. On dirait que le discours de droite est venu voler à la gauche les enjeux du peuple. Puis on l'a vu aux dernières élections fédérales au Canada où le vote NPD s'est écroulé. Il y a beaucoup de gens du NPD qui sont allés chez les conservateurs parce que les conservateurs parlaient d'inflation, parlaient d'inquiétude par rapport à l'immigration, par rapport à l'inflation. Puis c'est comme si la gauche, depuis 20 ans, n'adresse plus ces enjeux-là, n'adresse plus les angoisses sociales. Alors les gens se tournent vers la droite, mais je ne vois pas là une victoire de l'extrême droite tant que ça. Je vois surtout une défaite de la gauche qui a peut-être oublié de parler à une majorité de gens.
Mais c'est un point super pertinent que tu amènes, puis je suis d'accord sur le constat, effectivement. La gauche, comment on arrive comme parti politique à incarner les solutions qui, par ailleurs, quand on les propose, peuvent rejoindre les gens. On a fait des propositions récemment. Gabriel Nadeau-Dubois a beaucoup poussé sur l'alimentation, les programmes d'alimentation scolaire. Les sondages, quand ils étaient faits pour la population, les gens étaient très en faveur d'une mesure comme celle-là. La contraception gratuite. Ruba Gazal a déposé une pétition puis un projet de loi. Puis quand les sondages montrent, en fait, que les gens sont très favorables à ça, taxer les ultra-riches, les gens qui valent plus que 50 millions de dollars, pour qu'ils contribuent davantage, dans le fond, à créer cette manne, ce trésor public pour assurer un bon filet social, mais aussi de donner des bons services publics. Les gens sont d'accord avec ça à 75-80 %. Alors, qu'est-ce qui fait que... C'est une question à laquelle on va devoir réfléchir et répondre, c'est qu'est-ce qui fait que les propositions de Québec solidaire arrivent à trouver un écho dans la population, mais le parti en lui-même n'arrive pas à sortir dans les sondages. Moi, je pense que c'est une question très pertinente. Et en tout cas, dans les éléments de réponse que moi, je veux apporter à travers ma candidature au porte-parole chez Québec solidaire, c'est le travail d'union, en fait. Québec solidaire est un parti qui, dans les dernières années, s'est chicané beaucoup. Ouais. Puis c'est un trait de caractère très fort chez les Québécois. Les Québécois, on est consensuels, les Québécois. Ouais. Alors, quand on voit de la chicane, peut-être que ça a un effet répulsif sur les gens, mais nos propositions, elles, rejoignent, je pense, les gens en bonne proportion. Là. Les exemples que je vous ai donnés, c'est très récent, et les sondages le montraient clairement. Là. Mais il y a quelque chose qui doit être effectivement difficile aussi pour vous et les politiciens de gauche, c'est que la gauche a changé avec les années. Ce qu'on associait dans le temps à la gauche ouvrière, les gars de shop, d'usine, donc qui votaient plus à gauche. Moi, mes chums du Saguenay qui travaillent à la CAN font le double de mon salaire actuellement. C'est plus, c'est aux mêmes personnes que vous devez vous adresser maintenant, notamment en région. Parce que, bon, vous avez du succès, bon, ici, là, à Québec, là, il y a vous, M. Zanetti, du côté de Montréal, Québec solidaire est plutôt fort. Certaines personnes en région aussi, mais je pense que vous devez davantage aller chercher. Je pense que vous le pensez également. Comment on fait pour justement savoir à qui on s'adresse là, en dehors des grands centres? Ouais, ben c'est une excellente question à laquelle on tente de répondre depuis un moment. Déjà, au sortir de l'élection 2022, on a bien pris constat des résultats de l'élection de 2022. On a organisé une tournée des régions pour aller à la rencontre des gens, pour comprendre qu'est-ce qui s'était passé, pour comprendre pourquoi les gens, notre discours, là, ils portaient pas chez eux. On a adopté suite à ça une déclaration, la déclaration de Saguenay, qui venait rééquilibrer des choses. Je donne un exemple, là, mais dans l'ancienne mouture, si vous voulez, de Québec solidaire, on laissait uniquement de la place où on faisait des alliances, si vous voulez, uniquement avec un des deux syndicats qui représentent les agriculteurs et les agricultrices, l'Union paysanne. Puis on s'est rendu compte à un moment donné que l'UPA, là, ben, finalement, c'est quand même, un, c'est une force de frappe, mais deux, ils sont très pertinents. Ça vaut la peine. Ça sert à rien de les exclure. Donc, on s'est dit, d'accord, dans la déclaration de cette année, on va venir clarifier qu'on travaille avec tout le monde. Puis l'UPA, on travaille avec eux maintenant, puis on essaie de développer à la fois des collaborations, mais aussi des propositions conjointes qui vont nous permettre de rejoindre. C'est un exemple que je donne, mais je le trouve éloquent dans le fond, dans le sens où on essaie de s'ajuster puis de corriger peut-être des petites affaires qui marchaient moins bien chez Québec solidaire. Là. On va parler de transport un peu parce que bon, vous avez été chez Accès Transport Viable pendant des années. Vous avez mentionné... Ben c'est ça, là, je lisais votre texte quand vous avez annoncé que vous portiez candidat au porte-parole de Québec solidaire, puis le troisième lien est arrivé assez rapidement là, dans la publication. Je vous lis. C'est pourtant... Un de mes sujets préférés. Ben oui, ben c'est pourtant ce que propose la CAQ avec des projets comme Stablex ou le troisième lien, ou quand elle laisse tomber des investissements dans le transport collectif. À partir d'un certain moment, M. Grandmont, vous ne trouvez pas que il faut cesser de mettre les projets de Québec en opposition? Parce que là, depuis des années, on a l'impression qu'il y a la gang du tramway, la gang du troisième lien. Pourquoi ça pourrait pas être complémentaire? Moi, j'habite en ville, je sais, à toutes les fois, je discute avec des auditeurs quand je dis, moi, je suis pro-tramway, mais je comprends certaines personnes de Québec qui, pour eux, ça donne rien de desservir, encore une fois, l'endroit qui est le mieux desservi en ville déjà. Puis ça, c'est un argument qui revient, qui n'est pas nécessairement faux. Mais pourquoi s'en prendre au troisième lien, puis peut-être pas penser que ça pourrait être complémentaire pour les gens qui y tiennent à Québec? Ben, moi, je comprends surtout que les gens sont tannés d'être pris dans le trafic. Je pense que, tu sais, moi aussi, j'habite plus au centre-ville, puis ça m'arrive évidemment de sortir le sur heure de pointe, puis, tu sais, je comprends les gens d'être exaspérés, de vivre dans le trafic, puis je le sens, je le sais. Par contre, quelles sont les meilleures solutions à leur proposer pour arriver à régler les problèmes de la congestion? Il y a une règle qui dit qu'il n'y a jamais aucun État dans le monde qui a réussi à régler ces problèmes de congestion en ajoutant des voies de circulation, en ajoutant des nouveaux liens. Quand on ajoute des voies, là, quelques années plus tard, la congestion revient. Vous regarderez l'exemple très frappant du Cathy Freeway au Texas. Là. C'est hallucinant. Je pense qu'ils sont rendus à 16 voies de large. C'est débile. Puis la congestion, elle revient tout le temps au niveau précédent. Fait que
Moi, ce qu'on propose, en fait, chez Québec solidaire, c'est de donner des alternatives. Ça fait partie même des orientations du gouvernement lui-même, là. Dans sa politique de mobilité durable, le gouvernement disait, on veut donner d'ici 2030 4 options de mobilité durable à tout le monde ou à 80% des gens sur le territoire du Québec. Ils n'ont pas réussi à aller vers ça. Ils n'ont pas réussi à le faire. Ils n'ont pas mis leur poids politique. Ils n'ont pas mis tout l'argent qu'il fallait pour arriver à ça. Mais ce qu'on doit donner aux gens, là, c'est des options pour être capable de se déplacer autrement. Si on avait un bon système... On se met des gens à dos quand on refuse une de leurs options qui est proposée quand même assez massivement à Québec. Moi, vous me direz, par exemple, il y a des gens qui proposent un tramway interrive entre les deux centres-villes de Québec et de Lévis. Là. Ouais. Bon, moi, je suis pas dogmatique moi, dans les options de transport qu'on doit développer. Là. Si on me fait la démonstration que le coût en vaut vraiment la chandelle, que ça va vraiment permettre de desservir du monde, d'augmenter l'achalandage du transport collectif, densifier le centre-ville de Québec puis de Lévis, pour dire quelque chose, puis que même malgré les 10-15 milliards de dollars que ça pourrait coûter, que ça fonctionnerait, je dirais d'accord, analysons-le puis regardons si cette option-là est bonne. Mais je ne donnerais pas un chèque en blanc parce que c'est du transport collectif. Alors, même chose pour le troisième lien. Quand on dit on va faire soit un tunnel, parce qu'on ne sait plus où ils sont rendus avec leur projet, là, mais soit un tunnel, soit un pont à l'est, à la pointe de l'île, puis que ça risque de coûter 10 milliards de dollars, puis qu'à l'ouverture, il y aurait juste 9000 personnes qui l'emprunteraient par jour, je veux dire, est-ce que c'est un bon coût-bénéfice? Je pense pas. Mais là, c'est du bon sens. J'aime pas cette expression-là, mais ça devient du gros bon sens de dire, le coût n'en vaut pas la chandelle. À 10 milliards de dollars pour 9000 déplacements par jour, j'aime mieux prendre ces 10 milliards-là, les mettre dans la réparation de nos écoles, les mettre dans la réparation de nos hôpitaux. C'est des projets pour lesquels il y a déjà des besoins, déjà des manques criants. L'hôpital, on en parle beaucoup, là, Rosemont, j'oublie toujours son nom. Maisonneuve-Rosemont, merci beaucoup. Il tient littéralement avec de la broche. Tu sais, la partie centrale du crucifix là, qui forme l'hôpital tient avec de la broche. À un moment donné, on peut-tu donner des soins de santé qui ont du bon sens? Fait que c'est une question d'allocation des ressources, puis je pense qu'il faut le faire de façon intelligente. OK. Je vous amène sur un autre sujet maintenant. Je veux qu'on parle de souveraineté un peu. Absolument. Puis là, on voit, il y a M. Zanetti qui pense aussi peut-être à se lancer justement au titre de co-porte-parole également. Mais là, il y a le PQ qui vous chauffe les fesses là, à Québec. Là. Je veux dire, on rentre pas plus facilement dans c'est pas aussi facile de rentrer dans Jean Lesage ou encore dans Tachereau que dans Gouin ou Mercier peut-être là, pour un élu solidaire. Alors, est-ce que c'est une bonne idée d'avoir 2 élus de Québec pour les solidaires, de partir à cette quête-là, de se rajouter de la job, alors que le PQ vous chauffe les fesses, puis ils sont peut-être déjà même un peu en avance pour les prochaines élections. Si on se fait à certaines projections de certains sites, accordez-y la valeur que vous voulez. Oui, c'est ça, exactement. Mais c'est quand même quelque chose qui est montré. Alors, est-ce que c'est une bonne idée de le faire? Moi, je pense que c'est une bonne idée de le faire. Puis je souhaite que Sol aussi se présente. S'il a l'intention de le faire, vraiment, je l'encourage à le faire parce que c'est une personne pour qui j'ai beaucoup de respect. C'est un homme de grande valeur, c'est un ami, un super collègue. Puis j'aime beaucoup sa façon de faire de la politique. Maintenant, moi, ce que je souhaite à travers la course au co-porte-parole-là, c'est que ce soit une occasion de visibilité pour Québec solidaire. Que ce soit une façon aussi d'avoir un bon débat de fond sur les orientations qu'on veut donner à ce parti-là, sur notre façon de rejoindre les gens. Peu importe où ils sont, qu'ils soient en région, en banlieue, qu'ils soient en centre urbain, sur les projets puis les propositions politiques qui sont très variées chez Québec solidaire, mais qu'on veut mettre de l'avant. Donc moi, je pense que c'est une occasion de visibilité très grande. J'espère évidemment aussi que la course soit la plus positive possible puis la plus mobilisante possible puis qu'on aille chercher des nouveaux membres. C'est une première fois aussi à Québec solidaire où on a l'occasion de démarcher des nouveaux membres parce que contrairement aux anciennes élections de porte-parole où c'était les délégués, donc déjà des membres qui s'impliquent dans des associations locales qui venaient voter dans un conseil national ou dans un congrès en fait pour un porte-parole, là ça va être l'ensemble de nos membres qui va pouvoir venir voter. Ça veut dire que dans notre stratégie de course, on va aussi démarcher des nouvelles personnes pour qu'ils deviennent membres de Québec solidaire. Ça veut dire aussi potentiellement des nouvelles personnes qu'on va rejoindre, qui vont vouloir s'impliquer dans la prochaine campagne électorale. Moi, je vois ça comme une opportunité de croissance pour Québec solidaire. Alors, c'est pour ça que je me lance dans la course, entre autres, c'est pour qu'il y en ait une, puis qu'on puisse faire ce travail de déclinaison puis d'explication de nos propositions politiques, mais aussi de mobilisation sur le terrain. Québec solidaire est un parti souverainiste. Absolumme. Bon, on sait que Mme Gazal, elle, est très souverainiste. M. Zanetti aussi. Vous vous situez où par rapport à ça? Là? Moi, je suis indépendantiste. Je pense que c'est une bonne chose. Pressé? Modéré? Caribou? Caribou? Je comprends pas. Non, mais la référence caribou, c'était François Legault, c'était un caribou là, quand il était au PQ. OK. Le caribou est amoché pas mal dans le cas de François Legault, je dirais. Là, il a perdu son panache. Mais oui, effectivement, je pense que l'indépendance du Québec, c'est un incontournable. Pour moi, c'est une façon d'aller chercher tous les pouvoirs dont on a besoin pour protéger l'environnement, pour protéger les droits des femmes, pour protéger nos acquis sociaux, notre filet social. Juste un exemple.
on l'a vu là, dans la dernière campagne électorale, là, Poilievre et Mark Carney, tous les deux ont proposé une espèce de corridor, en tout cas différentes variantes, là, différents mots, mais un corridor énergétique, c'est-à-dire soit un oléoduc ou un gazoduc qui passerait sur le territoire québécois. Puis ça, ils peuvent le faire sans nous demander notre consentement. Ils peuvent imposer le passage d'un pipeline sur le territoire québécois sans que ça nous rapporte de l'argent, puis en plus que ça entache potentiellement notre territoire, notre environnement. Donc, ça, c'est parce qu'il a les pouvoirs. Alors, en gagnant l'indépendance, on va chercher ces pouvoirs-là de protéger notre territoire. Le port de Québec, on en parle souvent. Hein? Ouais. Ça pollue, ça fait partie là, de la mauvaise qualité de l'air qu'on a en basse-ville de Québec. On peut rien faire contre ça. Il n'est même pas assujetti aux lois québécoises en environnement. Pourquoi? Parce que c'est une enclave fédérale. Je veux dire, ce sont des exemples, il y en aurait plusieurs. Il y en aurait plusieurs, mais par contre, est-ce que les gens les gens souverainistes de gauche, les gens souverainistes de droite sont capables de se parler pour un but commun? Ça, déjà, moi, j'ai l'impression que le dialogue n'est pas toujours facile, de moins en moins. Vous avez cité des exemples tout à l'heure où il y a des grands clivages entre la droite et la gauche, notamment en France, où on n'est plus capable de se parler du tout. Est-ce que vous croyez qu'on est capable d'atteindre ça? Est-ce que vous seriez prêt à le faire? De faire certaines concessions pour atteindre cette moi, je pense qu'il va falloir évidemment s'entendre parce que la souveraineté, j'espère qu'elle arrive plus tôt que tard, ça c'est évident. Maintenant, sur la mécanique pour y arriver, nous, on a une façon de le présenter, une façon de le penser qui, à notre sens, fait du sens. Puis j'espère que l'autre parti souverainiste au Québec va évidemment un jour adhérer à cette vision-là aussi. Ce qu'on veut, c'est pas juste une question oui ou non, puis on fait des campagnes. Ce qu'on aimerait, nous, c'est qu'on vote sur une constitution qui aurait été écrite en parlant avec les Québécoises et les Québécois, les Premières Nations, les peuples inuits, les personnes qui sont nouvellement arrivées ici au Québec. Bref, que le référendum porte sur un projet de constitution écrit lors de la rencontre avec le peuple québécois. Moi, je pense que c'est ça qui doit être au cœur pour qu'on ait un projet de pays qui ressemble vraiment aux aspirations des Québécoises et des Québécois, en fait, de tout le monde qui habite sur le territoire québécois. Donc ça, c'est dans la mécanique. C'est sûr qu'on a une différence de vue avec le Parti québécois, mais on trouvera peut-être les terrains d'entente. Mais chose certaine, il va falloir. Sinon, il n'y arrivera pas. Évidemment. Mais donc, c'est un souhait très grand que le Québec devienne indépendant. Après ça, on parlera avec les... quand le contexte sera évidemment favorable pour le faire, cette discussion-là, on aura les gens sérieuses avec le Parti québécois. Mais vous ne trouvez pas des fois qu'il y a trop, justement, là, faut se mettre d'accord avec tel, faut se mettre d'accord avec tel. Vous ne trouvez pas qu'à un moment donné, justement, ça fait en sorte qu'on ne va jamais vers le concret, qu'on n'essaie jamais vraiment d'y aller? C'est comme de mettre sans cesse des conditions. C'est un peu ça l'impression que moi, ça me donne. On vient de parler de l'indépendance du Québec. C'est un projet en soi. Pourquoi y ajouter des conditions de constitution, de concertation? Est-ce qu'il n'y a pas là, dans cette démarche-là, aux yeux de bien des souverainistes, un parti, le vôtre, qui met des conditions à l'indépendance? Non, je pense pas. Je pense que, on met pas de conditions à l'indépendance. Nous, ce qu'on veut, c'est que la mécanique pour y arriver soit représentative des aspirations du peuple québécois. Là. Et que la Constitution soit représentative. Donc, il faut aussi que le projet de Constitution soit proche des valeurs. Non, pas de Québec solidaire. De Québec solidaire. Proche des valeurs des Québécoises et des Québécois et des gens qui occupent le territoire. C'est pas une... Comment je dirais ça? Pour nous, l'indépendance, c'est un geste démocratique. Et ça doit l'être dans la démarche aussi. Point. Parlant de démocratie, c'est ça. Il y en a une qui va faire en sorte que vous serez porte-parole ou non. Mme Gazal a déjà dit qu'avec assez d'insistance quand même qu'elle aimerait être celle qui va être au débat des chefs, qui aimerait celle qui va être mise de l'avant par rapport comme un peu l'était... C'est intéressant. Ça. Oui, c'est intéressant. Fait que comment vous vous situeriez comme leader? Admettons que vous devenez le co-porte-parole. Est-ce que vous êtes à l'aise avec cette position-là? Est-ce que vous aimeriez qu'on la remette en question? Ou déjà là, vous dites, non, Mme Gazal, elle a dit ça, moi, je la laisse aller. Moi, la première des choses, c'est qu'évidemment, en me lançant dans la course au co-porte-parole, c'est sûr que je me dis que ça pourrait arriver un jour que j'aille me positionner et me poser la question, est-ce que je suis prêt à être aspirant premier ministre? La réponse est oui, évidemment, ça vient avec le job. Par contre, pour l'élection 2026, moi, je pense que c'est au tour de Ruba Gazal d'aller au débat des chefs. Pour ceux qui la connaissent pas encore, c'est une femme vraiment formidable. Elle a une histoire. Elle connaît Québec solidaire comme pas une. Elle était dans les membres fondatrices de Québec solidaire en 2006, malgré son jeune âge. Donc, une très grande implication. Elle porte notamment le projet de souveraineté de façon très importante. Les enjeux féministes aussi, évidemment. Elle veut défendre les droits des travailleuses et des travailleurs au Québec. C'est une redoutable débatteuse et elle gagne à être connue. Et moi, donc mon positionnement par rapport à ça, ce serait...
advenant le cas où je suis élu dans la course qui a commencé hier, en fait, là, moi, je me positionnerais pour que ce soit Ruba qui y aille. OK? Ce serait mon plan de match, ce serait mon souhait, puis ce serait l'indication que j'enverrais aux membres qui vont voter à un moment donné, là, justement en novembre, qui vont décider qui va être notre représentant ou une représentante au prochain débat des chefs. Moi, je souhaiterais que les membres votent pour Ruba Gazal. Mais évidemment, si vous me demandez si je suis conscient que ça pourrait être moi puis que je suis prêt à l'assumer, la réponse est évidemment oui. Donc, on voit que vous entendez bien avec Mme Gazal. Ça se passe bien à ce niveau-là. Justement, comment ça va le rififi là, chez Québec solidaire? On sait que c'était pas facile. Parfois, entre vous, entre collègues. Comment ça va? Là? Est-ce que ça se place un peu? Parce que ça donne pas vraiment envie de voter pour un parti qui a de la misère à se comprendre lui-même. Oui, je comprends pourquoi j'ai devancé la question tantôt. Mais effectivement, tu sais, moi, j'ai toujours travaillé, puis mes anciens employés pourraient en témoigner. J'ai toujours essayé d'assurer un leadership qui était positif puis qui était mobilisateur. J'essaye de faire confiance aux gens avec qui je travaille. J'essaie de leur donner de l'autonomie. J'essaie de leur faire confiance. Moi, dans le titre de porte-parole, là, il me semble que la définition de tâche vient vraiment, est écrite dans le titre. Là. Donc, porte-parole, on porte la parole de nos membres sans dire que c'est juste répéter ce que les gens nous ont dit. Là. C'est vraiment dire assurer un leadership, évidemment, aussi, là, qui peut être très grand, mais faut être les porteurs de cette parole-là qui vient de Québec solidaire. Je pense, en tout cas, ce que j'ai envie de faire, c'est d'offrir une vision qui est plus mobilisatrice, où on va arrêter de se chicaner entre nous autres. Parce que pendant qu'on est en train de se chicaner, là, la droite au Québec, les autres partis sont bien contents de ça. Je veux dire, il n'y a rien qui fait plus plaisir à la droite qu'une gauche qui est divisée. On l'a vu en France. Il y a eu un moment, la dernière élection présidentielle, la gauche s'est réunie sous le nouveau Front populaire, puis ça a réussi à donner des résultats quand même qui étaient super intéressants. Ils ont gagné le scrutin d'un point de vue populaire en termes de avant de recommencer à se chicaner, effectivement. Donc, c'est toujours un enjeu. On a ce besoin-là de travailler à sans cesse se rallier chez Québec solidaire, et c'est correct. Mais à un moment donné, il faut être capable de voir les objectifs communs. C'est quoi notre dénominateur commun? Sur quoi on est capable de travailler? Et moi, je pense qu'il y en a au moins deux. Il y a la prochaine campagne électorale en 2026. Il faut arriver en 2026 réunis, tout le monde prêt à se relever les manches, puis à travailler ensemble pour faire le meilleur score possible à cette élection-là. Puis par ailleurs, continuer à faire des propositions de gauche qui vont être mobilisantes pour la population. Là. C'est très, très clair. Là-dessus, parce que tantôt, je l'ai parlé, puis là, tu viens d'aborder l'idée des propositions de gauche mobilisantes. Mm-hmm. Je reviens avec l'exemple. Je veux vraiment qu'on soit dans le concret. Je veux revenir avec l'exemple rapidement là, des élections fédérales où le vote du NPD s'est écroulé, entre autres, pour aller chez les conservateurs. Moi, je me rappelle d'un matin, j'ai ouvert la télé, puis il y avait le chef du Parti néo-démocrate, Jagmeet Singh, qui disait « Faut taxer les ultra-riches ». Donc, c'était le message de la campagne. Moi, là, comme personne qui a de la misère à se loger à Québec, qui fait des ententes de paiement avec Hydro-Québec parce que j'ai de la misère à payer mon électricité, puis que mes amis à Montréal, il y en a qui sont encore colocataires, même si c'est des professionnels depuis 12 ans, le fait qu'on taxe les ultra-riches, là, honnêtement, là, m'en sac un peu. Dans le cadre d'une campagne électorale, pas que sur le fond, c'est une mauvaise idée, mais dans le cadre de la campagne électorale, moi, quand j'entendais ce discours-là, puis là, je vous entends le défendre aussi, je me dis, bon, d'un point de vue électoral, là, est-ce que ça me rejoint comme électeur? Est-ce que je me dis que ça peut apporter des solutions à mon quotidien? Je suis pas certain. Bon. Tu sais, quand on disait la déconnexion peut-être là, de la gauche, j'ai peut-être là un exemple que je suis curieux de vous entendre. Oui, bien c'est un bon exemple. Tu sais, dans la prochaine campagne électorale, on va devoir présenter un cadre financier. D'accord? C'est un exercice qui est attendu pendant les élections, un cadre financier. On en a fait un très bon d'ailleurs en 2022. Il avait été salué par tout le monde. On était les plus rigoureux apparemment. L'argent pour faire un cadre financier, il va falloir le prendre quelque part. Donc, notre proposition de taxer les ultra-riches, là, on la sort maintenant, pas en élection, on la sort maintenant pour être capable de bâtir notre cadre financier. Un cadre financier qui va permettre, en allant chercher du nouvel argent, 3 milliards de dollars, en gros, au bas mot, avec cette proposition-là. L'idée, c'est de financer les promesses. Exactement. Tu sais, je veux dire, puis je pense qu'on est tous d'accord que sur l'enjeu du logement puis de l'habitation, Québec solidaire est probablement un des partis qui fait que c'est le plus débattu au Québec. Tu sais, je veux dire, c'est nos propositions. On a toujours été très, très proche de ça. Mon collègue Andrés Fantasia a toujours été super à cheval sur cet enjeu-là. On a réussi à faire des gains, la loi Françoise-David. On a réussi à obtenir un moratoire sur les rénovictions dans la dernière session parlementaire. Je veux dire, on fait du travail sur cet enjeu-là. Mais c'est des mesures, des fois, aussi, qui méritent qui ont besoin d'avoir un financement. Et cette proposition-là, on l'a sortie maintenant pour être capable de bâtir notre plan financier qui va peut-être t'aider, toi, puis tes amis de Montréal, pour justement être capable de bien loger notre monde, parce que c'est un des besoins fondamentaux, puis je ne peux pas croire qu'encore aujourd'hui, on laisse tellement aller le marché,
puis des gens s'enrichir en faisant de la spéculation sur le logement, ça a un effet délétère sur la vie des gens au quotidien. Alors, merci pour ton exemple, parce que c'est vrai, puis des témoignages comme le tien, on en reçoit à la tonne, puis c'est réellement un problème auquel il faudrait qu'on s'attaque beaucoup plus que ce que la CAQ est en train de faire. Monsieur Grandmont, merci beaucoup d'être passé en studio. On le rappelle, vous êtes député de Tachereau et candidat officiellement au co-porte-parole de Québec solidaire. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation, grand plaisir. 11h24 dans Bouchard en parle.